Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous rejoindre pour ce nouveau live des révisions du bac du Figaro étudiant en partenariat avec les bons profs. Je suis encore une fois chaque semaine très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire parce que c'est un sujet très important et nous allons parler de la composition d'histoire. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Mentez qui est professeur pour les bons profs, professeur d'histoire de géographie. Bonjour Alain. Bonjour. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Très bien. Vous êtes toujours en train de préparer les sujets du bac? Je suis toujours en train de préparer mes élèves comme une écurie de course. Bon, alors aujourd'hui, nous allons préparer nos internautes. Je vous propose de nous montrer le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la composition et c'est l'histoire, donc les États-Unis et le monde depuis 1945. Ce que vous pouvez faire, chers internautes, c'est nous poser toutes vos questions en direct sur notre page Facebook. À la fin de sa présentation, je proposerai à Alain d'y répondre et il aura environ 5 minutes pour vous donner ses réponses. Alain, je vous laisse la parole, c'est à vous. Présentez-nous ce sujet. Merci. Alors, nous avons choisi vraiment une composition extrêmement classique, celle qui porte sur les États-Unis et le monde depuis 1945. C'est une composition toute série. En ES et en L, on étudie les États-Unis depuis le début du XXe siècle, il est quand même assez peu probable qu'on ait un sujet sur l'ensemble de la période, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc le sujet qui démarre en 1945 nous paraît être un sujet toute série, valable autant pour les élèves de S que pour les élèves de ES et de L. Alors, on va peut-être commencer par ça. Les attentes du correcteur en matière de composition sont des attentes précises, et ce que nous voulons, ce sont des connaissances précise. Il faut d'abord penser à ça, c'est-à-dire des dates, l'histoire c'est une affaire de dates, des lieux, des noms propres, par exemple les noms des présidents américains qu'il faudra sans doute citer dans ce devoir, et faire attention à ce que ces noms soient correctement orthographiés, c'est très important pour la note finale. Ne pas hésiter à reprendre tous ces noms propres dans ces révisions et à les orthographier correctement. Alors, comme on parle des États-Unis, il va falloir s'inspirer, avant de vraiment réfléchir au plan, de ces notions qui ont été vues pendant l'année, dans le cours que l'on fait sur les États-Unis, et qui sont des couples de notions, interventionnisme, isolationnisme, ces deux mots s'opposent, unilatéralisme, multilatéralisme, on rappellera tout à l'heure ce que c'est, idéalisme, réalisme, normalement ces notions ont été vues en cours, et elles doivent être utilisées dans la copie de composition. Et cette idée très importante de destinée manifeste, c'est-à-dire cette mission finalement que les Américains pensent avoir de développer et de diffuser, notamment après 1945, leurs valeurs, leur mode de gouvernement au monde entier, avec cette idée que ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le monde et réciproquement. Donc bien mobiliser ces notions avant de démarrer la réflexion sur un sujet qui sera traité, alors de toute façon, de façon chronologique. Il est pratiquement impossible de traiter ce sujet de façon différente. La plupart des compositions d'histoire se font de façon chronologique. Et nous allons proposer d'abord le plan très classique, celui que peut-être vous avez vu en cours, qui est un plan en deux parties, qui a le défaut d'être un plan un tout petit peu déséquilibré, mais qu'on va quand même essayer de faire au mieux. Et on verra après comment on peut éventuellement traiter cette question un peu différemment. Alors, l'introduction, pour commencer, il est souvent conseillé de commencer par ce qu'on appelle une accroche ou une amorce. Et là, on a une belle phrase du président Franklin Roosevelt, qui est le président en exercice aux États-Unis en 1945, qui illustre la sortie de l'isolationnisme. Alors ça, les élèves de L, de ES le savent mieux, puisque eux étudient les États-Unis depuis 1919, mais l'isolationnisme a un petit peu caractérisé la position américaine entre les deux guerres, et à partir de 1945, la nouveauté, c'est que les États-Unis s'occupent des affaires du monde, ce que nous dit Franklin Roosevelt. Alors la problématique que nous retenons est très simple. Compte tenu de leur puissance après la guerre, quelles sont les ambitions et quels sont les moyens que les États-Unis se donnent pour agir au niveau international? Et pour agir, on va le rappeler tout de suite, dans un contexte de contrainte.
parce qu'en phase 2, après 1945, les États-Unis ont un ennemi. La première partie va donc envisager l'action des États-Unis pendant la guerre froide. La guerre froide qui se termine environ vers 1989. Mais nous allons faire un petit retour en arrière. Et ce petit retour en arrière n'est absolument pas hors sujet. Pour expliquer en quoi les États-Unis sont puissants en 1945, il faut absolument, brièvement, mais absolument évoquer leur action dans la Seconde Guerre mondiale. Cette action commence en 1941, les États-Unis rentrent un peu tard dans la guerre, mais leur action est décisive, et elle est décisive parce que les États-Unis sont l'arsenal des démocraties, c'est essentiellement par leur effort logistique, économique, militaire aussi, que les Américains sont dans le camp des vainqueurs à la fin de la guerre. L'intérêt de ce rappel est d'expliquer comment, après 1945, les États-Unis se donnent pour mission de réorganiser finalement l'ordre international en créant de grandes institutions dont ils sont pratiquement les principaux inspirateurs, l'ONU ou le Fonds monétaire international, et ce, sur des bases multilatérales, c'est-à-dire que nous retrouvons cette expression que nous avons évoquée tout à l'heure. Multilatéral, ça veut dire que les décisions vont être prises à plusieurs, qu'elles vont être prises en commun, et que donc les États-Unis vont tenir compte de l'avis de leurs partenaires pour leur politique à partir de 1945. Alors, l'événement majeur, évidemment, de cette période, c'est la guerre froide, qui fait donc l'objet d'une deuxième sous-partie que nous appelons « face à l'ennemi soviétique ». Il ne faut pas oublier que l'ennemi soviétique représente le communisme. Il est probablement important d'indiquer ce mot dans la composition, parce que c'est contre ça que les États-Unis se battent pendant 40 ans. On explique la naissance de la guerre froide très rapidement. C'est l'expansion de l'influence soviétique essentiellement en Europe, et surtout la réponse américaine à cette progression, qui est la fameuse doctrine de l'endiguement, qui a été pensée par le président Truman, et qui consiste à stopper l'avancée des communistes partout où ils se trouvent. On peut stopper l'avancée du communisme par des moyens militaires, mais aussi par des moyens économiques. On peut rappeler à cette occasion la mise en place du plan Marshall. Alors, on ne peut pas faire l'histoire de la guerre froide de façon complète, on n'a pas le temps de le faire. Donc on va, à la fin de cette première sous-partie, expliquer comment l'endiguement devient une réalité dans les années 50, dans les années 60, avec les principales interventions américaines, à Berlin en 48-49, pendant la guerre de Corée au début des années 1950, et au moment de la guerre du Vietnam, un peu plus tard dans les années 60, et là on va voir que les difficultés commencent. Alors, on arrive assez vite, finalement, à la fin de la guerre froide, on a quand même peu de temps pour faire cette composition. On va expliquer que l'exercice de cette puissance a connu comme une forme d'atténuation, finalement, dans les années 60-70, à l'époque de la détente, après la défaite américaine dans la guerre du Vietnam notamment, et une période assez courte, mais pendant laquelle, à l'époque des présidents Carter ou Ford par exemple, les États-Unis paraissent renoncer provisoirement à leurs responsabilités. Cette période prend fin avec l'élection de Ronald Reagan en 1980, qui nous dit « America is back », et les États-Unis reprennent à ce moment-là l'offensive contre la puissance soviétique. On finit par expliquer que les États-Unis sont les vainqueurs de la guerre froide. La date de 1989, qui est souvent la date retenue, n'est pas une date sur laquelle il faut faire une obsession. On peut considérer qu'entre le premier traité de désarmement que les Américains obtiennent des Soviétiques en 1987 et l'effondrement de l'URSS en 1991, on a une période qui nous amène à la fin de la guerre froide et donc à la victoire américaine dans cette guerre froide. Qu'en est-il donc de la puissance américaine, de la relation des États-Unis avec le monde, après les années 1980, après la guerre froide? C'est donc l'objet d'une deuxième partie que nous allons traiter en deux sous-parties, parce qu'elle est un petit peu plus courte. Alors, nous utilisons ce terme d'hyperpuissance qu'il va falloir, attention, bien utiliser dans son contexte. Nous allons y revenir tout de suite. Deux temps, un premier qui correspond plutôt aux années 1990 et un deuxième qui correspond plutôt au XXIe siècle.
Les années 90 sont des années de très grande puissance américaine, maintenant que les Américains sont vainqueurs dans la guerre froide et qu'ils n'ont plus d'ennemis en face d'eux. À cette époque-là, les États-Unis sont la seule superpuissance au plan économique, au plan politique, au plan militaire. La victoire américaine dans la guerre du Golfe, l'opération Tempête du désert en 1991, est tout à fait emblématique de ce nouvel ordre international. Les Américains sont à la tête d'une coalition pour une guerre juste. Il s'agit d'évincer Saddam Hussein du Koweït. Ils sont victorieux et on a le sentiment, c'est le président George Herbert Bush qui parle à cette occasion, d'entrer dans un nouvel ordre international qui serait fondé sur le droit et sur l'ONU. On a le sentiment qu'à ce moment-là, les Américains sont au maximum de leur destinée manifeste. Et donc, pendant cette décennie des années 90, les États-Unis vont être les gendarmes du monde, c'est-à-dire vont mettre en application ces principes de la destinée manifeste et intervenir à l'extérieur, non pas pour défendre systématiquement leurs intérêts, mais pour défendre des populations qui sont menacées par la guerre, comme en Somalie, comme en Bosnie, ou par des catastrophes comme en Haïti. Alors, il est très important de bien contextualiser ces deux expressions qui ne peuvent être utilisées que pour cette période des années 1990. Le terme d'hyperpuissance, qui est dû à l'ancien ministre des Affaires étrangères français Hubert Védrine, a été inventé vers l'année 2000, et l'expression gendarme du monde ne convient que pour cette période postérieure à la guerre froide. Attention à ne pas parler de gendarmes du monde pour les années 50 ou 60. Enfin, on s'achemine vers la conclusion avec la transformation encore de la politique extérieure américaine au début du XXIe siècle. Les attentats du 11 septembre sont un tournant, puisque les Américains reviennent après cela à l'unilatéralisme, c'est-à-dire à une façon de décider seuls, finalement, de leurs engagements à l'extérieur, de leurs engagements internationaux. Et c'est la fameuse deuxième guerre d'Irak, cette fois-ci en 2003, qui est une guerre que les États-Unis ont décidé de mener avec quelques alliés, mais de leur propre chef, sans tenir compte des remarques négatives de certains de leurs partenaires, pourtant à l'ONU, comme la France ou comme l'Allemagne. Avec Barack Obama, et on n'ira pas plus loin, on a une espèce de retour au multilatéralisme, c'est-à-dire cette façon de prendre mieux en compte l'avis de ses partenaires. Il y a cette volonté de la part du président Obama de se démarquer des interventions unilatérales de son prédécesseur. Et finalement, on peut terminer avec cette petite formule latine qui fait très chic. Primus inter pares, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le premier parmi les semblables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus vraiment une hyperpuissance, le terme perd de son sens après le 11 septembre, c'est une puissance parmi les autres, sans doute un peu plus forte que les autres, mais on sait que les États-Unis ont maintenant une espèce d'alter ego avec la Chine, qui est aujourd'hui la deuxième grande puissance mondiale. Il n'en demeure pas moins que, dans la conclusion, on va évidemment insister sur cette place centrale des États-Unis dans les affaires internationales depuis 1945, et on va également expliquer que les États-Unis conservent aujourd'hui des éléments de puissance extrêmement importants à travers la maîtrise du dollar, à travers la maîtrise de l'outil militaire, c'est encore de très très loin la première armée du monde, ou à travers la maîtrise des hautes technologies. Alors, ça c'est le plan très classique que vous avez peut-être vu en cours, qui a ce petit inconvénient quand même d'être légèrement déséquilibré entre les deux parties. Alors nous vous proposons un plan alternatif qui est un petit peu plus acrobatique mais qui est intéressant et qui consiste tout simplement à faire passer cette partie ici, America is back, qui, si on s'en souvient, figurait à la fin de la première partie tout à l'heure, vers la deuxième partie, on équilibre mieux nos deux parties, et on a quand même une continuité entre l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, la victoire dans la guerre froide, et la situation des États-Unis aujourd'hui. L'inconvénient de ce plan, c'est qu'on n'a plus tout à fait la rupture de la fin de la guerre froide pour faire une séparation entre nos deux parties. Mais si on sent bien cette question, si on maîtrise bien les connaissances, ça peut être tout à fait rentable de faire un plan un peu plus original qui va peut-être se distinguer du reste des copies. Enfin,
Pour les amateurs de plans en 3 parties, on rappelle que ce n'est pas du tout une obligation de faire un plan en 3 parties au baccalauréat. On a quand même une possibilité. Et si on fait bien attention à ce qui a été dit jusque-là, cette possibilité consiste à diviser notre première partie, qui est sans doute la plus importante, en 2 parties. La troisième reste la même. C'était notre deuxième partie de tout à l'heure. Et là, on divise en 2 parties, alors avec une partie peut-être un petit peu plus difficile à faire, où là, il va falloir un petit peu mieux connaître, sans doute notamment, les difficultés de la puissance américaine dans les années 70. En tout cas, vous avez le choix entre ces 3 plans. L'essentiel, on le rappelle, c'est de bien maîtriser les connaissances qui servent à traiter le sujet. Merci beaucoup Alain pour toutes ces explications. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière partie de notre émission. Volontiers. La partie qui concerne les questions des internautes. Première question, c'est une question de Mehdi qui nous demande si il est possible de faire un plan thématique. Alors j'ai dit que non. Le plan thématique n'est pas interdit en histoire. Il apparaît que les questions du programme de terminale se prêtent à des plans plutôt chronologiques. Le plan chronologique, c'est du béton, c'est la sécurité. Le plan thématique, c'est beaucoup plus acrobatique parce que ça oblige à faire des allers-retours chronologiquement, et là, il faut vraiment bien maîtriser. Si on est très fort, on peut tenter le plan thématique, mais certainement pas sur ce sujet. Par exemple, là, dire aspect économique, aspect politique, aspect militaire, ça n'aurait pas de sens et je pense que la copie serait peu lisible. Deuxième question, celle de Lionel, qui demande si on peut faire un schéma. Alors le schéma, ça revient beaucoup dans les compositions de terminale. Il est fortement conseillé de faire un schéma en géographie. Une composition de géographie sera enrichie par un schéma. Une composition d'histoire sera alourdie par un schéma de quoi d'ailleurs, on ne voit pas très bien. Et non, dans une composition d'histoire, on veut du texte. On a une autre question qui est intéressante puisque c'est une question d'actualité. C'est une question de Nina qui nous demande s'il est possible de parler de Donald Trump. Ah bah possible, oui, c'est toujours possible. Mais bon, on a envie de dire aux élèves, ne confondez pas histoire et journalisme. Une véritable analyse historique, c'est celle qui a pris un petit peu de distance par rapport aux événements pour les comprendre et pour les analyser. Et il nous semble que le mandat de Trump qui a lieu en ce moment, c'est beaucoup trop frais, c'est beaucoup trop récent pour qu'on puisse porter un regard critique et historique dessus. Dernière question, une question de quelqu'un qui est peut-être un peu stressé à l'approche du grand jour. Gaspard qui nous demande que faire si on n'a pas le temps de finir. Non mais c'est une bonne question parce que l'exercice est exigeant. Je pense notamment aux élèves de S qui n'ont que 3 heures pour faire l'exercice. Si on n'a pas le temps de finir la composition, puisque c'est de la composition qu'on parle, eh bien on se contentera pour la dernière partie de faire son plan. Voilà. Le correcteur comprendra que c'est pas la peine d'écrire, je n'ai pas eu le temps de finir. S'il y a le plan avec les sous-parties, or comme c'est peut-être le plan principal, l'élève ne sera que moyennement pénalisé s'il n'a pas tout à fait eu le temps de finir. On sait très bien que les élèves, le correcteur est au courant de ce que vivent les élèves pendant les épreuves, et on sait très bien que 3 heures en S, c'est court. Merci beaucoup Alain pour toutes vos réponses. C'était un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve comme chaque semaine la semaine prochaine pour un nouveau corrigé du bac. Dans 1 mois et demi, c'est le grand jour. À bientôt.